Bonsoir Manon Aubry. Salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Députée européenne, la France Insoumise, coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. On se posait la question pendant la pause. Je pense qu'on va se tutoyer pendant cette séquence parce qu'on se connaît déjà, parce que j'ai eu l'occasion de t'interviewer à plusieurs reprises sur cette chaîne, abonnez-vous, à l'occasion, dans le cadre de mon partenariat avec le Parlement européen, parce qu'on a le même âge, mais ça ne dit rien de proximité politique. Ça te va ? Oui, et j'invite tout le monde à aller voir en effet ce que tu fais sur le Parlement européen, parce que c'est un truc qui se passe tout loin là-bas à Bruxelles et on a tendance à ne pas savoir quelle incidence ça a sur la vie des gens, donc tu fais ça plutôt bien. Et bien justement, je te remercie. Toi, tu es donc au Parlement européen. C'est depuis le Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles que tu as vu ce qui s'est passé ces dernières semaines au Parlement français. Quel regard est-ce que tu portes sur tes collègues, cousins, camarades parlementaires français ? D'abord, je suis assez fière parce que quand même, ils ont mené la résistance. Quand on a un projet de loi qui est si dur, qui est imposé, c'est une brutalité sociale que de travailler 2 ans de plus. Et c'est aussi une brutalité démocratique de l'imposer sans vote. Vraiment, on a Macron qui est dans sa tour dorée et qui pense qu'il fait ce qu'il veut en fait avec la démocratie. Et quand je vois mes collègues, chacun dans leur style, en vrai, dans toute la diversité. Bah oui, mais c'est aussi ça qui fait la force. Est-ce qu'on peut reprocher de ne pas avoir de vote quand il y a 7000 amendements déposés ? C'est 2 choses différentes. Il y a la forme et il y a le fond. D'abord sur la forme, parce qu'on a beaucoup critiqué les collègues parce qu'ils parlaient fort, parce qu'ils s'énervaient. En fait, la colère, c'est la colère du peuple. Et on l'incarne tous, chacune et chacun à sa façon. Mais quand j'entends, Rachel Keke qui envoie la violence de ce que c'est être une femme de ménage et d'avoir à travailler jusqu'à 64 ans, en fait, je suis fière qu'elle soit dans l'hémicycle. Et je suis tout autant fière, je sais que vous l'avez reçu juste avant, j'ai juste entendu la fin de son interview de Jérôme Guedj. Je suis tout autant fière parce qu'il a fait un vrai rôle de contrôle démocratique. N'en déplaise à Olivier Dussopt, qui va jusqu'à lui dire « Non, mais vous n'êtes pas là, on n'est pas là pour rendre des comptes. » En fait, si. Philippe Martinez, lui aussi, il incarne la colère du peuple dont tu parles. Donc lui aussi, quand il dit « Mais chacun dans son rôle. » pu aller jusqu'au... Oui, oui. Bon, il est dans son rôle quand il dit que ça déconne un peu à la France. En fait, chacun dans son rôle. On a d'un côté les forces syndicales qui mobilisent le plus massivement possible. Et d'ailleurs, je leur en suis très reconnaissante parce que je pense qu'ils ont bien joué tactiquement, que viser le 7 mars, c'est la bonne stratégie, que le 7 mars, il faut qu'on arrive à bloquer le pays, pas par gaieté de cœur, mais qu'à la fin, Roux de Bézieux, il appelle Macron, ils disent maintenant ça suffit tes conneries, ça coûte trop cher et que Macron il n'ait pas le choix. Et donc ça c'est le rôle des syndicats. Mais le rôle des mouvements politiques c'est quoi ? C'est d'incarner cette résistance dans l'hémicycle. Alors évidemment, tout le monde n'était pas d'accord. Franchement, y compris mes propres camarades avec qui j'ai discuté au sein de l'AFI, mais ils n'étaient pas tous d'accord. Il y avait un débat, oui, c'est vrai, il y a eu un débat d'ailleurs au Parlement. Ils n'étaient pas tous d'accord chez les socialistes, pas tous d'accord chez les écolos. Et en vrai, c'est là où c'est intéressant parce que moi, je le vois de manière un peu extérieure, c'est-à-dire que je discute avec eux, mais je ne suis pas là tous les jours à l'Assemblée nationale. Et moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on est tombé dans le piège de Macron, qui voulait que le débat tourne autour de l'article 7. En vrai, les gens qui nous suivent, franchement, je mets au défi dans le chat, là, dans quelle mesure vous avez suivi ce débat autour de l'article 7. Mais franchement, pour moi, c'est les deux se défendaient, honnêtement. Et tu peux pas dire que c'est un piège de Macron, l'article 7. En fait, si, c'est un piège. Philippe Martinez, Laurent Berger, les socialistes, c'est un piège de Macron de concentrer l'ensemble du débat autour de l'article 7. Que d'un côté, des organisations syndicales disent il faut voter l'article 7, peut-être qu'on peut gagner le rapport de force. Que de l'autre, des camarades à moi disent en fait, il ne faut pas aller jusqu'à l'article 7 parce que si on perd le vote, ça risque de démobiliser. En fait, les deux arguments s'entendent. Et l'enjeu, c'était peut-être celui de la lisibilité. C'est peut-être ça qui a manqué. Et en même temps, si tu es trop lisible dans ta stratégie, le gouvernement s'adapte à ta stratégie. Donc c'est un espèce de jeu de dupes qui est dur à déchiffrer. Mais ce qui compte pour moi, c'est la capacité collective à mobiliser pour le 7 mars. Et ça, je ne crois pas qu'on l'ait perdu. L'idée que le vote et le débat soient un piège en démocratie, moi j'ai un peu de mal avec l'idée. Mais on va continuer à parler. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est... Attends. Je réagis là-dessus parce que moi, ça me fait réagir parce qu'il y a un espèce de renversement de la charge de l'accusation et on va pas s'excuser en fait de déposer des amendements. On va pas s'excuser de rajouter des critères de pénibilité. On va pas s'excuser de proposer des mesures alternatives de financement. Et qu'à la base, avoir un débat contraint de 9 jours sans même qu'il y ait un vote à la fin, parce que de toute façon, le gouvernement pouvait amener le projet de loi jusque derrière au Sénat sans vote et s'asseoir considérablement. C'est pas la meilleure strate. Et s'asseoir, tu vois, par exemple, l'article 2, il a été rejeté, celui sur l'index senior. L'article 7 aurait pu être le texte qui a été envoyé au Sénat, il contient l'article 2. Oui. Donc tout ça, il y avait une forme de comédia dell'arte qui s'est jouée à l'Assemblée nationale,
où chacun a joué son rôle. Et moi, ce que je retiens quand même de là où je suis, c'est que ça a contribué à politiser le pays sur le sujet. Ça a contribué à mieux comprendre le passage en force démocratique. Et que ça a contribué aussi derrière à lever des lièvres sur les 1 200 €, sur l'impact sur les femmes, sur le fameux amendement LR du vendredi soir dont on ne sait toujours pas combien il coûte, etc., etc. Sur les carrières longues. Franchement, t'es né le 31 décembre à 23h59 ou le 1er janvier à minuit 1, tu peux te taper un an de plus. Ça n'a aucun sens. Et là, on a vu quand même les vertus du débat démocratique. Ouais. C'est surtout ce que je retiens, moi, de ces 15 jours. Et c'est pour ça que je dis, attention, peut-être qu'on a manqué de lisibilité, mais ne nous trompons pas de débat qui doit être le nôtre. Sacha. Je suis assez d'accord avec Jean qui dit que c'est peut-être un peu facile de dire que c'est une manigance du gouvernement. Est-ce que c'est pas plutôt vous qui n'avez pas été capable de vous mettre sur un même pied avec les syndicats plutôt que de dire les syndicats ont leur rôle et les partis politiques ont leur rôle ? Alors, je persiste, Essine, sur le fait du piège du gouvernement. En démocratie, si on veut qu'un texte de loi soit voté, on n'utilise pas, ce qui est par ailleurs un détournement de l'article 47.1 de la Constitution, je le rappelle, il n'est pas prévu pour des réformes des retraites. Il est prévu pour un financement de la sécurité sociale, pour que, en gros, la sécurité sociale ne s'arrête pas que quand vous allez chez le médecin, que vous fassiez rembourser. Non, mais c'est pas prévu pour un projet. On est d'accord. On est d'accord, je parle de l'article que vous dites sur l'article 7. Si tu veux, c'est parce que le gouvernement nous impose un temps si contraint que nous, on va devoir renoncer à nos propositions. Par contre, là où tu as raison, c'est y a eu un couac, à mon sens, dans la capacité d'avoir une stratégie mutuellement comprise avec les syndicats, à défaut d'avoir la même stratégie mutuellement comprise. Et ça, c'est la question de comment on organise ce cadre de débat. On est au cœur du sujet. Et c'est là où, à mon sens, on peut faire mieux. C'est maintenant l'expression mélenchoniste, on peut faire mieux. Et on peut faire mieux. Et c'est pour ça que nous, on est attachés. Et moi, j'ai redit que on pouvait... Une nouvelle étape de la NUPES, ça passait aussi par des cadres de délibération collective, par des cadres de consultation des syndicats, et que peut-être qu'on se serait mieux compris de cette manière-là. Mais c'est passé tout l'inverse, là, en l'occurrence. Je le regrette. En l'occurrence, là, c'est quand même assez inédit que les syndicats demandent des choses aux politiques, Charles Damien, etc. Là, ils demandent un truc, ils ont une stratégie... Toute la NUPES suit, sauf les Insoumis qui bloquent. C'est à peu près ça qui s'est passé. Tu peux tourner ton micro un peu vers toi, juste le haut, ouais. Et mine de rien, moi qui insiste, du coup, j'ai parlé tout à l'heure sur les corps intermédiaires, la redonner de la vitalité démocratique, c'est aussi concéder que, tiens, ce moment-là, on savait depuis le début, parce que oui, le véhicule législatif fait que de toute façon, ces débats, ils servent à rien. On savait depuis le début que ça se jouerait dans la rue. Et en fait, c'est le personnage principal, là, le mouvement social. Donc, ça, on est d'accord. S'effacer derrière, à un moment où, en plus... Il y a un discrédit du politique pour créer une séquence un peu chaotique où on montre en plus les désaccords à l'intérieur de la NUPES même qui sont sur le fait qu'on retire pas, les uns sont pas d'accord, on se tire dans les pattes et puis on tire sur les communistes et puis etc. Ça a pas donné la force, moi à mon sens, c'était le moment de jouer très bien, les syndicats ont la main et à travers eux le mouvement social, vous, les gens. Manon. Moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un enjeu majeur, c'est à se soutenir mutuellement. Nous, en tant que force politique, notre rôle, c'est pas de remplacer les syndicats et c'est de les soutenir. Et inversement, il y a une forme de passage de relais, de passage de témoin. Là, il y a eu un cafouillage. Pour autant, je fais confiance aussi à mes camarades à l'Assemblée nationale quand ils sont nombreux à dire que d'un point de vue parlementaire, on avait intérêt à ne pas y aller parce que c'était aussi se donner plus de chances de donner de la force à la mobilisation syndicale. Mais ça, on aurait pu, en discuter tranquillement dans un cadre de coopération, même pas public, tu vois. Mais il n'existe pas ce cadre où il n'est pas respecté parce qu'il y a un intergroupe, on en parlait tout à l'heure, mais c'est le Parlement. Ouais, là on parle des discussions avec les syndicats. Oui, d'accord, il y a des discussions régulières et informelles, mais il n'y a pas un cadre formel NUPES syndicat qui, pour moi, aurait pu permettre qui aurait pu faciliter ce débat. De nouveau, moi je pense par exemple que des mobilisations le week-end, c'est super important et c'est hyper complémentaire de la stratégie de la grève. D'ailleurs, la plus grande mobilisation qu'on a eue depuis le début du mouvement, c'était un samedi. Je le dis, je le pense, mais je n'enjoins pas les syndicats à faire cela. Et je pense qu'il
c'est cette confiance un peu mutuelle qu'il faut rétablir. Il y a un peu du tort de part et d'autre. Franchement, je ne suis pas là pour distribuer les bons, les mauvais points. Et qu'on peut essayer d'apprendre collectivement de cet épisode pour se dire comment on se rend encore plus fort pour les prochaines étapes. Antoine. Mais justement, je pense que cette question des retraites, ça montre exactement toutes les problématiques qui se posent à la NUPES à l'heure actuelle. Parce que, alors pour faire un peu d'autopromo, c'est toujours sympathique. Dans une note à la Fondation Jean Jaurès, on avait montré que finalement, sur les valeurs des proches du PS, de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, il n'y a quasiment aucune différence majeure qui se pose. Alors, il va y avoir 2-3 points de friction, comme sur les questions européennes, par exemple, mais globalement, il y a une unité entre ces 3 blocs-là qui est du coup totalement cohérent pour créer la NUPES. Par contre, là où il y a une vraie divergence, où il y a une vraie différence, c'est en termes de stratégie et en termes de comment on se comporte, et notamment à l'Assemblée nationale. Vous avez les proches du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, qui disent en gros, on peut dans certaines circonstances plutôt être dans la discussion, alors qu'à la France Insoumise, c'est plutôt, les proches de la France Insoumise, il faut continuer de s'opposer de manière assez constante au gouvernement. Donc on a l'impression finalement que sur le fond, il y a une unité de la NUPES, mais que ce soit sur la forme ou que ce soit sur la question de la stratégie, là on a une divergence qui est assez profonde. Et du coup, comment réussir à dépasser cette contradiction ? Pour moi, je fais un pas encore en arrière. La question, c'est est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est souhaitable que Jérôme Guedj, Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Sandrine Rousseau et Marine Tondelier parlent tous de la même manière avec les mêmes arguments ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ce qui fait la force de la NUPES, c'est qu'on a des émetteurs différents, avec des forces respectives, qui agglomèrent et qui parlent à des publics différents. Et je crois que ça a été une des forces de Jean-Luc Mélenchon d'agglomérer quand même des publics différents et que la NUPES doit nous permettre de passer encore un cran au-dessus. Ouais, mais... En tout cas, moi, c'est ma conviction et mon objectif. Et donc, honnêtement, j'ai pas envie d'être un clone ou une copie d'Olivier Faure ou un autre. Et j'ai beaucoup de respect pour la manière dont ils agissent à l'Assemblée nationale, mes collègues aussi au Parlement européen, mais moi j'ai envie de rester qui je suis, j'ai envie de rester Manon Aubry, je me considère comme une activiste, je viens du milieu associatif, j'ai mes propres méthodes, j'hésite entre aller à Backseat et au waterpolo, mais mais je suis là. On te remercie pour le choix. Je suis là. Mais en fait, on est tous différents. Ce qui compte à la fin, ce qui crée de la cacophonie, pour moi, c'est si on est en désaccord politiquement sur le contenu. Et ça, je veux dire, on l'a quand même en partie réglé par un programme commun. Et c'est sur ce programme commun qu'on a fait campagne aux élections législatives et qui nous a permis, certes, de ne pas l'emporter au final, mais on a quand même remporté le premier tour. On a tendance à l'oublier. Le scrutin ne nous est pas favorable et on a 150 députés, ce qui n'est pas rien non plus. Selon Jérôme Guedj, ce programme, il a été fait en 13 jours. Il faut refaire tout. On reprend tout depuis le début. Si on les... Ouais, je suis pas sûre qu'il veuille faire table rase du passé, même si j'ai pas de doute qu'il aime beaucoup l'international. Mais pour avoir participé à ces négos, en fait, oui, c'était rapide et il y a des choses qui méritent d'être précisées sur les questions européennes, entre autres, même s'il y a un vrai accord fondamental. Mais pour avoir participé à ces négos, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on était dans une salle où il y avait des gens qui ne s'étaient pas parlé ces dernières années. Moi, j'ai commencé à faire de la politique en 2019 pour les élections européennes. Je suis de cette génération qui n'a pas vraiment connu le Parti socialiste fort. J'ai pas de mauvais jeu de mots, pardon. Désolé. Non, mais du coup, c'est une vraie question. Le Parti socialiste, quand il était fort. Ouais, quand il était fort. Tu vois, genre, je suis la génération qui est née politiquement de la déception de François Hollande, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Et donc, on se connaissait pas, en fait. Tu vois, j'avais un Pierre Jouvet en face de moi, qui a une des têtes pensantes maintenant du Parti socialiste. En fait, on se connaissait pas, on s'était jamais vus. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est aussi parce qu'il y avait une pression forte à la sortie de la France Insoumise. Tu avais ces 50 médias jour et nuit. J'avais vraiment pitié d'eux. Mais en fait, on a fait tomber un certain nombre de masques et de frontières et on s'est dit... En fait, c'est sérieux. On est candidat à prendre le pouvoir. Et si Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est pas qu'un slogan, c'est pour que ensemble nous prenions le pouvoir, on s'est posé des questions concrètes. Par exemple, sur les questions européennes, on s'est dit, OK, on a des cultures, des histoires, des relations différentes à l'Union européenne. Ça sert à rien de le gommer, ça date de 2005, on va pas fermer la porte à ça. Par contre, moi, je pense qu'on peut réussir à tourner une page en se disant, concrètement, on est tous pour, faire des cantines locales. Tout le monde est d'accord pour faire des cantines locales. Sauf que le droit européen, il te l'interdit de ça. Tu
t'as pas le droit, dans un appel d'offres de ta cantine, de mettre un critère de nombre de kilomètres maximum. C'est pas ça le sujet qui fâche le plus avec l'Europe. Bah si, c'est un des sujets parce que ça veut dire contourner le droit de la concurrence européen. Et donc si, pour le coup, oui, je vois ce que tu... oui, d'accord. Pour le coup, si, Oui, c'est le sujet qui fâche. Et ce qui était pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que une fois qu'on a dépassé le débat théorique, désobéissance, machin, et qu'on s'est dit, ok, on est au pouvoir, on a 5 ans, on veut changer la vie des Français, comment on s'y prend ? Et quand on entrait dans le concret, c'était hyper intéressant parce qu'on est beaucoup plus d'accord que ce que l'on ne pensait. C'est comme ça qu'on a réussi à mettre sur pied cet accord qui est historique, parce que c'est quand même 650 propositions communes, donc c'est pas rien. Qu'il faille l'approfondir, le mettre à jour, pas de problème. Et je m'entends bien avec Jérôme, et quand vous voulez, et même on fait ça publiquement autour de Backseat, et on discute de la suite du programme et de notre programme, notre programme pour 2027. Non, mais enfin, blague à part, on a prévu ça. Du coup, il va devenir ministre de la transition numérique ou je sais pas quoi. Là. Les trucs bien bullshit. Ouais, ça, ouais. Je te remercie, Manon. Pardon. Sacha, t'avais une question. Je parlais pas de toi, mais... Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre, mais Jean-Luc Mélenchon est omnipotent. On l'a vu la semaine dernière, en un tweet, il a fait exploser l'Assemblée, il a mis un peu le feu à la NUPES. Est-ce que l'acte 2 que vous appelez avec Sandrine Rousseau, Jérôme Guedj tout à l'heure, il est faisable tant qu'il prendra encore autant de place que ça ? Allez, les pieds dans le plat. Bah, l'éléphant dans la pièce, ouais. Mais oui, il faut qu'on en parle. Bah, parlons-en. Hein. Il est là, c'est ça, Jean ? Non, il n'est pas là, on l'embrasse de la Non, moi, j'ai pas de souci à en parler parce que d'une part, enfin, on va pas tourner la page. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le mec qui nous a emmenés à 22%. Et donc, t'aimes ou tu détestes Jean-Luc Mélenchon, mais aujourd'hui, c'est l'émetteur le plus important à gauche qui existe. Quand on faisait campagne, notamment dans les quartiers populaires, t'arrivais avec ton tract, tu disais pas la France insoumise, tu disais même pas la retraite à 60 ans. Tu disais bonjour Jean-Luc Mélenchon. Il disait ah oui, c'est le seul qui nous défend. Et donc, il incarne quelque chose. Et ça, on peut pas le balayer d'un revers de la main. Ouais. Maintenant qu'il y a eu, tu vois, des maladresses, ouais, est-ce que son tweet la semaine dernière, il a aidé ? Non, il a pas franchement aidé. Et après, ce qui est intéressant, c'est que le groupe quand même apprend à vivre. Il suit quand même ce que Jean-Luc fait. Jean-Luc suit, ce que le groupe fait, et c'est normal. Enfin, tu vas pas lui demander d'arrêter la politique du jour au lendemain. C'est normal qu'il ait un avis sur les choses. Après, oui, il faut lui dire quand on n'est pas d'accord. Sur Quatennens, par exemple, moi je lui ai dit, je suis pas d'accord. Et c'est quoi les instances dans lesquelles on peut dire à Jean-Luc qu'on n'est pas d'accord ? Bah, la coordination des espaces, qui est la coordination politique de la France insoumise, qui n'est pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister. Et puis, le groupe a pris un certain nombre de décisions. Je veux dire, quand le groupe décide d'exclure Adrien Quatennens, quoi qu'on en pense et quoi que les gens qui suivent en pensent, qui a été condamné pour violence conjugale, quand le groupe décide de l'exclure de 4 mois, c'est pas la décision de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. En revanche, quand Jean-Luc Mélenchon dit va y avoir une sécheresse historique, vous devriez vous intéresser, on a des problèmes de flotte. Jean-Luc Mélenchon, qui à juste titre a mis le focus sur les questions d'eau depuis des années, désolé, mais Jean-Luc Mélenchon, il est utile. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses, personne n'est parfait, et Jean-Luc y compris. Quoi. Mais quand on apprend juste qu'il y a 3 adhérents à LFI qui sont Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard et un 3e personnage, le trésorier, le trésorier dont je me souviens. Comment on peut croire à une certaine démocratie interne au sein de LFI ? Mais en fait, la différence de la France insoumise, c'est que c'est pas un parti classique, c'est un mouvement politique avec des formes hyper décentralisées de faire de la politique. Donc en gros, nos groupes locaux, ils peuvent prendre l'initiative, ils la mettent sur la plateforme numérique, les gens s'inscrivent, suivent, etc. Ça débat localement, etc. Après, moi j'ai toujours dit que c'était pas suffisant. Et que si on veut atteindre, entre guillemets, un stade de maturité, il faut passer à l'étape d'après de la structuration et qu'il ne faut pas avoir peur, par exemple, d'une structuration départementale. On a fait une première esquisse. Là, on va mettre en place des boucles départementales, donc c'est des coordinations départementales. Moi, je pense qu'il faut aller au bout de la démarche et qu'il faut que nos groupes locaux puissent voter sur leurs représentants au niveau du département. Mais la question, c'est comment t'évites, à l'inverse, ce qui a été fait pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on en a eu la leçon quand même au Parti socialiste, où tu as une guéguerre avec des soupçons de fraude et qui est de la machine à division et qui ne produit rien d'enthousiasmant pour les gens. Quand les gens viennent à la France insoumise... Nicolas Maillard-Rossignol. Bah ouais, voilà, pardon. Je rigole, ça va. Voilà, est-ce que c'est enthousiasmant ? Et nous, on assume de dire ouais, on veut prendre le pouvoir, on veut changer le monde, on n'est pas parfait dans nos méthodes,
Et c'est pour ça qu'on continue à y réfléchir, à évoluer. Chacun arrive aussi avec sa culture qui est propre. Moi, je suis assez reconnaissante de la France Insoumise là-dessus. Ils m'ont pas dit tu débarques. Les mecs, ils sont quand même assez fous pour m'avoir proposé à l'époque. C'est vrai responsable associatif, tête de liste. Ouais, mais je les connaissais pas. Moi, j'avais jamais rencontré Jean-Luc Mélenchon de ma vie. Hein. J'avais jamais assisté à un meeting politique. Le premier meeting politique auquel j'ai assisté, c'est celui où je causais dans le micro. Tête de liste. Ouais, où je causais dans le micro. Donc, c'est quand même la démonstration qu'ils sont pas si fermés que ça et que, justement, c'est une autre façon. Et quand on disait, et je crois que c'est Jérôme qui disait ça, il a raison, on a à apprendre les uns des autres, eh bien, on a à apprendre aussi les uns des autres. Moi, honnêtement, j'ai pas envie, de reproduire le Parti socialiste. J'ai pas non plus envie de reproduire les pratiques d'Europe Écologie Les Verts. La France Insoumise, sa force, c'est d'être un mouvement politique de masse relativement, en tout cas dans le paysage politique à comparaison. Et ça doit être une force sur laquelle on doit s'appuyer, ce qui n'empêche pas de le structurer un peu davantage. Et en même temps, c'est une machine qui se grippe dès qu'on n'est plus dans une période électorale forte, des temps forts de la Ve République. Et c'est une machine qui a été construite en prenant en compte les institutions de la Ve République et ses échéances où il faut personnaliser. Où voilà, tu disais, c'est Jean-Luc, les gens ils connaissent Jean-Luc. L'étape d'après, ouais, elle est compliquée parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, je le dis peut-être pour les gens qui regarderaient ça d'un peu de loin, il y a quand même un noyau dur autour de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, etc. Et voilà, la garde rapprochée autour de Jean-Luc qui... Voilà, on a vu, ça crée sur l'affaire Quatennens ou là, récemment, avec cette histoire de vote, ça crée vraiment des tensions. Tu disais, à gauche, c'est bien, là, maintenant, on se reparle, il y a le PS, il y a le machin, on se reparle. Mais là, on voit aussi qu'à l'intérieur des Insoumis même, il y a des gens qui commencent à ne plus se parler. Il y a des gens qui ont été marginalisés, un peu mis de côté, etc. Clémentine Autain, François Ruffin. Ça commence à devenir vraiment difficile. Vous n'avez pas peur que ça finisse par se voir ? J'irai pas aussi loin que toi. C'est pas vrai que les gens se parlent plus. Non. On a des échos quand même. C'est pas vrai. Moi, en tout cas, je parle encore à tout le monde. Et j'essaie de faire un trait d'union entre tout le monde. Et je pense que ça met un peu de temps. Le désaccord, il est déjà là. Je connais l'argumentaire autour de voilà, il faut pas recréer les congrès du PS et tout. Je connais, mais là, le désaccord, il est déjà là. Prenons les choses. Il y a déjà des insoumis et des insoumis. Quand il y a des accords de fond politiques, je trouve qu'on a fait des progrès sur la manière de le trancher. Je te prends vraiment l'exemple de l'affaire Quatennens. Moi, j'ai été la première à dire on a un mouvement féministe. Pour le coup, je me suis politisée sur les questions aussi féministes. Un homme qui est condamné pour violence conjugale, c'est normal qu'on pense que ça pose un problème en termes d'adéquation avec nos valeurs politiques. Et on a un devoir de responsabilité et en même temps... Pardon, mais il n'y a pas de manuel sur comment bien faire la gestion des VSS quand tu es un mouvement politique de gauche. Un des sujets, par ailleurs, sur lesquels je pense que collectivement, avec la NUPES, on peut réfléchir à des méthodes et à des moyens pour avancer dans la bonne direction. Mais donc, ça a causé des frictions. Il y avait des désaccords profonds sur le sujet. Et je pense que ça a été relativement bien géré quand il y a eu plusieurs phases de discussion, je ne te fais pas tous les détails, et finalement une décision du groupe. Certains pensent qu'elle est insuffisante, certains pensent qu'elle va trop loin, mais il y a eu une décision du groupe et tout le monde était prêt à s'y tenir. Je pense que l'interview d'Adrien qui a fait suite n'a pas aidé, mais s'il n'y avait pas eu cette interview, la chose aurait été réglée collectivement avec un accord collectif. Donc je te prends cet exemple. L'autre exemple donc, que tu évoques, c'est la question de la structuration de la France Insoumise. Là, moi je te le dis, oui, c'est pas abouti. C'est pas abouti. C'est pas abouti quand on dit qu'on parle d'une structuration départementale, etc., et qu'on n'a pas encore mis en place partout nos coordinations départementales, qu'on n'a pas encore suffisamment d'accès, mais parce qu'on n'a pas encore touché le financement de la vie publique, pour redistribuer ça pour des initiatives locales. C'est des choses assez concrètes que nous demandent les militants, s'il y en a qui nous regardent, et c'est en cours. Je pense qu'on peut faire mieux. J'ai plaidé pour ma part qu'on élargisse la représentation du groupe parlementaire dans la cadre de la coordination pour qu'il y ait d'autres gens, peu importe qui c'est, que ce soit Alexis, Clémentine ou autre, ou François. Et donc, là-dessus, on a encore une étape à franchir. Ça, mais, c'est les institutions de la 5e. J'ai passé quelques coups de fil et tout le monde me parle de 2027, des prochains trucs. Et ça rend tout le monde fou, cette histoire. Et ça a empêché à chaque fois de structurer. C'est l'histoire de la gauche, au demeurant. Non, je suis d'accord que ça aide pas. Je suis d'accord que ça aide pas. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut assumer de poser d'ores et déjà la question des élections intermédiaires, et que moi, j'ose la poser. Je sais que ça fait pas vraiment plaisir à mes collègues écolos notamment, mais en même temps, tu peux pas être crédible à dire tu veux aller plus loin dans la structuration de la NUPES, t'as fait un programme commun, et puis 6 mois, 1 an après, désolé, on n'est plus d'accord, on va faire des listes séparées, et on va faire notre course de petits chevaux en les
sont loin devant, le RN et les macronistes. On va en parler. Les sénatoriales. Les sénatoriales, oui. Oui. Même si c'est plus anecdotique, les gens savent même pas comment on élit des sénateurs. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, il y a un enjeu de crédibilité. Si on est sincère dans la construction de la NUPES, et moi en tout cas je l'étais, je pense qu'il faut l'amener jusqu'au bout et donc l'améliorer. C'est un objet précieux qu'il faut cajoler, qu'il faut améliorer et qu'il faut faire progresser collectivement. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas améliorer ou te plaindre de la structuration de la NUPES et essayer de l'améliorer sans dire derrière, ce niveau d'intégration, il se traduit aussi par des campagnes électorales communes, mais aussi des intergroupes. Parce que moi, il y a aussi un sujet qui me fait réfléchir, c'est que pour le moment, on a été très centré, à juste titre, sur l'Assemblée nationale. C'est normal. C'est là qu'on décide, on vote les lois. Quand Macron veut bien nous laisser voter des lois, vous allez me dire, avec 10-49-3, ça arrive pas si souvent que ça, mais quand même, en théorie. 7000 amendements, on va pas refaire la discussion. Non, c'est voilà, on va pas refaire la discussion. Et c'est normal, puisque Macron n'avait pas la majorité, et donc c'est normal que ça ait concentré énormément d'attention politique. Mais moi, je pense que si on est sérieux sur la NUPES, il faut assumer de la structurer du Conseil municipal au Parlement européen, et qu'on passe on franchisse cette nouvelle étape pour un peu dézoomer de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qui est très important, mais qui n'est pas le seul élément de politisation. Et c'est là où je te rejoins singulièrement sur la question des retraites. En vrai, ce qui va compter, c'est ce qui va se passer dans la rue le 7 mars. Et c'est rien d'autre que ça qui fera plier le gouvernement. Antoine. Et Roux de Bézieux. Juste sur la structuration du mouvement, enfin sur la structuration de la France insoumise et sur ce que tu disais sur le fait que le LFI est finalement extrêmement bien adapté aux institutions de la Ve République. Comment on résout cette contradiction finalement avec... on voit bien que LFI, c'est une machine de guerre électorale, en particulier pour la présidentielle, où en l'espace de quelques mois, voire même de quelques semaines, ça réussit à quasiment doubler son score dans les sondages, et au point d'être à un Fabien Roussel d'accéder au second tour de la présidentielle. Et à côté de ça, on voit aussi qu'au sein de la France insoumise, le renouveau démocratique, la 6e République, c'est un point qui est extrêmement qui est central. C'était le premier point dans le livret. Comment on peut comment on peut faire finalement pour... Est-ce que apporter de la démocratie interne au mouvement, c'est secondaire par rapport au fait de gagner les élections, ou est-ce que les deux peuvent se faire de manière concomitante ? D'abord, sur le fait que l'AFI soit une machine de guerre électorale, je le prends comme un compliment. C'en était un. Non, mais en plus, c'est vrai, moi, je l'ai découvert moi-même en 2019 quand j'ai été projetée dans cette campagne. Oui, tu vois, genre. Ouais, et puis tu comprends pas ce qui se passe. Le truc, la machine est super bien organisée. Les mecs te montent un meeting en 3 jours. C'est beau sur les images et tout. C'est clair que la FI est forte pour ça. Là où j'apporterais une nuance avec ce que tu dis, c'est ce qu'on fait en dehors des périodes électorales. Là, par exemple, en ce moment, c'est absolument pas visible des médias, mais on a une caravane populaire qui va de quartier pop en quartier pop pour sensibiliser les gens, leur faire des simulations sur la réforme des retraites pour leur dire combien de plus en mois, 2 mois en plus tu vas travailler. Et évidemment, essayer de trouver un débouché, un appel à la mobilisation, etc. Et ça, c'est le genre de truc qu'on fait hors campagne. Et d'ailleurs, les gens nous disent, mais attendez, vous êtes là, même quand il n'y a pas des campagnes. Ce qui explique aussi pourquoi la France insoumise a un écho dans les quartiers populaires, parce qu'on ne les délaisse pas, y compris en dehors des campagnes. En revanche, là où je te rejoins, c'est sur... Pardon, je me permets de te tutoyer alors qu'on ne s'est jamais croisés, mais pardon. Et donc, là où, à mon sens, on peut faire mieux, c'est sur la question de la structuration. En fait, il y a une étape de maturité de la France insoumise, mais il faut se mettre aussi à la place de ce mouvement qui avait 17 députés, qui était un mouvement d'opposition qui devait faire du bruit pour se faire entendre dans une assemblée qui était complètement dominée par les macronistes. Là, la donne a changé dans le paysage politique. Je pense que notre statut a changé et qu'il faut qu'on le considère comme tel, et qu'on n'est plus seulement une force d'opposition, on l'est évidemment, mais on est une force qui aspire à prendre le pouvoir. Et qu'on doit donner des gages aussi dans notre propre structuration, sans perdre l'efficacité qui est, je crois, la première force de la France insoumise quand même, et qui est enviée par les socialistes et les écolos notamment. Oui, ils sont jaloux. Non, mais c'est vrai. Sacha. Moi, je vais revenir sur les européennes, du coup, l'année prochaine. Les écolos et les socialistes ont répété, re-répété qu'il n'y aurait pas d'alliance avec LFI. Comment vous allez faire pour les convaincre ?
J'ai même entendu Marine Tondelier qui a dit qu'on était des forceurs, alors je vais essayer de pas faire ma forceuse. Tu l'as mal pris? Non, je l'ai pas mal pris. Non. Je trouve que utiliser dans le débat à l'heure actuelle, utiliser ce type d'image, c'est pas forcément la meilleure métaphore, quoi. Donc peut-être qu'elle en trouvera une autre pour la future interview. Mais à la rigueur, peu importe. Moi, en plus, je discute beaucoup avec Marine et je m'entends très bien avec elle. Mais surtout que les écolos sont pas dans votre liste. Enfin, vous n'êtes pas dans les mêmes listes au Parlement européen. On n'est pas dans les mêmes groupes. Dans les mêmes groupes, pardon. Mais à l'Assemblée nationale non plus. Ils ne sont pas dans le même groupe. Donc, c'est pas le débat. Okay. Pour moi, le débat, la première question à répondre sur les européennes, c'est est-ce qu'on a envie de battre le Rassemblement national et les macronistes? Elle peut paraître très terre à terre, mais là, je fais un peu de politique fiction. Donc, on se déplace en 2024. On a gagné contre la réforme des retraites parce qu'on a bloqué le pays, parce qu'il y a eu des millions de gens dans la rue et Macron a reculé. Et cette victoire, elle doit se traduire politiquement d'une manière ou d'une autre. Oui, puis c'est une question de cohérence aussi, parce que l'union de la gauche était largement souhaitée avant la présidentielle. Je vais y arriver. Oui. Et donc, si on fait de la politique fiction, vous avez d'un côté Jordan Bardella, qui va dire l'Union européenne, c'est l'horreur, il y a trop de migrants, il faut les renvoyer en mer Méditerranée. Il y a les macronistes, peu importe qui va être le tête de liste macroniste, qui va dire il faut une Europe qui protège, mais on va quand même signer une tonne d'accords de libre-échange parce que faire venir de l'autre bout du monde des marchandises, c'est super top. Vite, signons les 12 accords qui sont en cours de négociation, faisons venir du lait de Nouvelle-Zélande, c'est absolument formidable, voici l'Europe qui protège. Et puis derrière, vous allez avoir 5 petits chevaux, les communistes, les socialistes, Génération, ELV, les Insoumis, qui vont dire non, mais en fait, on pense que la politique agricole commune, par exemple, elle défende davantage une agriculture qui soit bio et paysanne. On veut lutter contre les paradis fiscaux européens comme l'Irlande ou le Luxembourg. On veut faire en sorte que l'énergie redevienne un monopole et que les prix n'explosent pas. Mais du coup, tu plaides pour l'Alliance, en fait. Là, on t'entend bien. Tu plaides pour l'Alliance. Je plaide pour l'Alliance, mais j'essaie de l'argumenter parce que je désespère pas de convaincre. Donc les gens dans le chat peuvent nous dire si j'arrive à convaincre. Comment vous allez convaincre les écolos et les socialistes qui veulent pas s'engager. Surtout après la semaine dernière. J'y arrive. Parce que pour moi, d'abord, est-ce que c'est utile et c'est nécessaire? C'est ça la question qui est majeure. Donc, je vous ai fait ce petit exercice de politique fiction. Si on est tous ensemble, on peut gagner. On peut gagner. Et franchement, se priver de gagner contre les macronistes et le Rassemblement national dans la seule élection nationale, parce que les élections européennes, tu as une tête de liste, tu as une liste commune pour tout le pays. Et ça aura aussi une incidence sur le cours des choses, dans ce qui va se passer en France, dans la préparation de 2027. Et moi, je ne fais pas de la politique pour faire du témoignage. Franchement, c'était bien plus confortable quand je bossais à Oxfam. Je donnais les bons points, les mauvais points sur la lutte contre l'évasion fiscale. C'était beaucoup plus chouette. Mais si on le fait, c'est qu'on pense qu'à la fin, il faut... Ok, donc on est convaincu. Comment on fait? Non, mais tu as vraie question. Non, t'as raison. Ok, super, je t'ai convaincu. Étape d'après. Tu doutes? Parce que sinon, je peux continuer à te convaincre. Je rigole. Admettons. C'est pas moi, vous avez la nuit, là? Non, mais dis-nous la mais dites-nous dans le chat si vous êtes convaincus. Parce que t'es de bonne volonté. Voilà. Le fait est que t'as des gens de mauvaise volonté en face, c'est ça, en fait. T'as raison. Moi, je suis les écolos, mettons. Je suis les écolos. Je sais que je fais un bon score d'habitude aux européennes. T'as raison. Et je sais que j'ai pas de thunes. Et que ça va me renflouer aussi un peu les caisses, les européennes. Ok. Faut me convaincre. Ok. Je suis écolo. Première chose. Alors, chère Marine, non, si t'es écolo, aujourd'hui, t'as envie que l'écologie, elle soit forte. T'as envie d'avoir un maximum de députés écolos. Un maximum de députés écolos, t'en auras pas forcément moins dans une liste commune. Parce que ta course de petits chevaux, tu sais pas à quoi elle va mener, première chose. Et deuxième chose, on est tous prêts à prendre en compte le rapport de force de 2019 pour construire la liste. Je dis pas que nous, on va mettre 15 insoumis sur la liste. Non, moi, j'ai un électorat un peu modéré aussi. Okay. Et il a été un peu échaudé par ce qu'ont dit les médias sur les insoumis. Ouais, et j'ai pas envie d'y retourner tout de suite. Ouais, ok. Et ben, à ton électeur écolo, il se dit on est en train de vivre la pire sécheresse qu'on a peut-être jamais connue en hiver. T'as quand même un ministre de l'écologie qui te dit préparez-vous aux 4 degrés et d'ailleurs les stations de ski auront plus de neige comme si c'était vraiment leur préoccupation numéro 1. Donc là, ton écolo, il se dit putain, il y a urgence quoi.
eh ben, l'urgence, c'est de créer aussi une autre majorité au Parlement européen. Et pour ça, il faut que ta gauche, elle gagne en France et elle gagne en Europe. Et qu'au Parlement européen, on vote les accords de libre-échange, ça a une influence climatique, j'en parlais. On vote la politique agricole commune, ça a une influence climatique, j'en parlais. On vote, par exemple, l'alignement des accords de Paris sur l'ambition climatique européenne, comme comment on renouvelle le parc automobile, ce genre de questions. Et en fait, ton écolo, il a envie que l'écologie, elle gagne, en fait. Mais comment on la négocie, la liste? Parce que est-ce qu'on reste sur les équilibres Ah, ok, donc là, tu es d'accord sur le fond qu'on peut avoir un programme commun. Non, on a fait un progrès. Oui, mais je sens que je vais me faire niquer quand même. Hein. Non, mais remarquez qu'on a progressé. On a progressé. Soir, hein. Ok, j'y arrive. Et je sais que Mélenchon, il peut tweeter des trucs à tout moment. Et que je suis pas rassuré. Ok, donc, t'es convaincu que ça vaut le coup. T'es convaincu qu'on peut avoir un programme commun. Ouais. Donc, il reste la dernière étape. Comment on arrive à constituer une liste? Je sais pas si je peux avoir un programme commun. Les résolutions sur l'Ukraine, ok. je vais peut-être pas voter. Voilà. Alors, résolution sur l'Ukraine, il y en a eu 26 qui ont été votées depuis le début du mandat. On en a voté 25 pareil. Il y en a une qui a eu une différence, mais dans tous les partis, c'est est-ce que la Russie est un État terroriste? On a voté les sanctions militaires, on a voté le soutien financier. Elle est présidente de groupe, la dame. Elle va être... Donc, Et moi, je suis même pas écolo. Là, tu vas sur le fond des dossiers avec Manon, j'ai envie de te dire. Donc, on n'a pas de désaccord de fond sur l'Ukraine. Ouais. On écarte cette question. Bon, et donc cette liste, alors, on la négocie comment? Attends, je réponds à sa Non, mais question. c'est bon, il est convaincu. C'est bon. On est convaincus. Non, mais on a fait un progrès. Non, mais sur les équilibres, oui, voilà, sur les équilibres. Ok, comment on fait sur les équipes? Les gars, en 13 jours et 13 nuits, on s'est mis d'accord sur 577 circos. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il a fallu passer des coups de fil pour débrancher les candidats. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais je sais pas si tu te rends compte. Nous, on était là avec nos petits tableaux Excel. Là, t'avais la 52,8, la 42,7, c'est le numéro des circos. C'était de la folie. Ah ouais. Et quand t'imagines, on a débranché les uns et les autres des centaines de candidats, et ça s'est fait. Pourquoi ça s'est fait? Parce qu'on avait envie de gagner. Eh ben moi, aux européennes, j'ai envie de gagner. Et je pense que cette envie de gagner, on peut l'avoir ensemble et on peut mettre la raclée à Macron et on peut lui dire que non seulement sa réforme des retraites, on n'en voulait pas, mais qu'on est prêt à construire l'alternative. Et pour ça, quand tu as de la volonté politique, honnêtement, on peut avoir entre 25 et 30 élus. 25 et 30 éligibles, franchement, tu arrives à trouver une clé de répartition, c'est encore plus facile que tes 577 candidats. Hein. On enverra la séquence à Marine Tondelier, puis on verra ce qu'elle nous dit. Bah oui, mais... non, mais elle viendra sur ce plateau. Et puis on peut en débattre ensemble publiquement, Marine et moi, sur ce plateau. Tu vois, tu vas faire tous les congrès de la gauche. C'est moi qui fais les invites. J'avais quand même une question à te poser sur l'ambiance globalement de l'Europe et comment elle est perçue. C'est-à-dire que ça a un peu changé l'ambiance depuis quelques années. À une époque où Jean-Luc Mélenchon proposait le plan A, plan B, peut-être qu'on sortira si vraiment on n'arrive pas à changer. Entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine. Entre-temps, il y a eu le Brexit qui semble-t-il, convainc vraiment pas, y compris les plus eurosceptiques des eurosceptiques parmi les opinions publiques. Est-ce que l'Union européenne n'est pas en train de vivre un grand moment de retour en grâce dans les opinions publiques qui rend plus difficile un discours de rupture? Alors, je vais le tourner un peu différemment. Je pense que l'Union européenne, elle a croisé des chemins. Et là où tu as raison, c'est que le contexte a changé. Ah ouais. Tu parles de la guerre en Ukraine, mais je vais refaire chronologiquement. On a d'abord eu la crise du Covid. Ouais. Je rappelle qu'en pleine crise du Covid, on nous disait porter des masques, mais on ne produisait pas de masques. Et dans l'Union européenne, on était incapable d'avoir des masques pour tout le monde. On parle d'un bout de tissu et un bout d'élastique. Quoi. Et donc, ça dit quelque chose de la vulnérabilité industrielle. Oui, mais l'Union européenne a connu un moment faustien, pour reprendre les termes de Jean Quatremer. C'est-à-dire que l'Union européenne a vécu à cause de la... Jean Quatremer. T'as vu, je cite Jean Quatremer, c'est la classe. Tu seras content. On a eu cette histoire de masque, ok, mais je veux dire, 6 mois plus tard, on a eu un Conseil européen totalement lunaire où la chancelière allemande et le président français annoncent face caméra qu'il va y avoir un plan de relance lunaire avec endettement de l'Allemagne pour aider les pays du sud de l'Europe, etc. Enfin, moi j'avais la mâchoire qui se décrochait quand je voyais ça. Ça a changé l'Europe. Ouais, je te résume le truc, il y a des dogmes qui sont tombés. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais de ouf. C'est pour ça que j'étais pas élue avant, donc je peux pas comparer. C'est un peu facile de dire c'est le mandat européen le plus intéressant, mais mes collègues qui sont là depuis 20 ou 30 ans, ils le disent. On a fait tomber une tonne de dogmes. Le côté... Les 3% de déficit, on en parle plus. Alors, ça va revenir. Ça va revenir. On en reparle. Me lance pas sur le sujet parce que... Mais bref, les dogmes sont tombés. Mais il y a des dogmes qui sont tombés. Des dogmes sur les questions industrielles. Se dire que, en fait... déléguer, c'est la phrase de Macron, déléguer à notre capacité de production et d'alimentation est une folie. Je suis rarement d'accord avec Macron, juste le problème c'est qu'il n'en tire pas les conséquences. Mais on s'est aperçu qu'on était vulnérable de manière industrielle. On a fait un grand plan de relance.
on parle de protectionnisme, pardon, mais en réponse au plan américain là, de relance. T'as quand même la présidente de la Commission européenne qui parle de protectionnisme. Genre, Jean-Luc Mélenchon, quand il en parlait il y a 10 ans, je pense qu'on l'a insulté de fou au Parlement européen. Elle parle de planification aussi. Ouais, et donc, non, mais tu vois, t'as plein de dogmes qui sont en train de tomber. Et pour moi, on est à ce moment charnière. Un changement de discours n'est pas un changement de politique. Dans la même phrase, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle a parlé de protectionnisme, donc ça veut dire protéger nos industries, nos productions, etc. Et dans la même phrase, elle a parlé de libre-échange. Les gars, ils ont inventé le protectionnisme libre-échangiste. Et il faut accélérer la signature d'accords de libre-échange. Donc, c'est là où, mais pour moi, ce que tu dis sur le côté, en fait, ça valide notre narratif. Maintenant, il faut réussir à le traduire politiquement. Et ce, d'autant plus dans un contexte où il y a un rapprochement des droites et de l'extrême droite au Parlement européen, comme partout en Europe. Comme en France. Mais comme partout en Europe. Et tu as genre le président du groupe de la droite qui est allé voir Meloni en Italie, qui est néo-fasciste, pour lui dire bravo, faisons un groupe commun au prochain mandat. Et dans ce contexte-là, c'est intéressant c'est quoi la pensée de gauche du XXIe siècle sur les questions européennes. Ça peut paraître complètement boring en fin d'émission, mais en même temps, si tu veux lutter contre l'évasion fiscale, si tu veux agir contre le changement climatique, t'es meilleur à 27. Mais si l'Union européenne, à l'inverse, elle te met des bâtons dans les roues, il faut savoir les dépasser. Voilà en gros pour résumer ce qui est notre vision des questions européennes, qui est finalement une vision assez pragmatique. C'est pas un gros mot le pragmatisme, mais c'est de se dire quand on peut on fait, quand on peut pas, ce qui prime c'est notre ambition sociale et écologique. Et là-dessus, en vrai, pour revenir à nos histoires NUPES, nos camarades sont d'accord. Donc après on a des mots différents, mais bon. Non, mais nous on suivra ça de près parce qu'évidemment ça nous intéresse ces discussions et je suis d'accord avec toi pour dire que les élections européennes ont facilement tendance dans nos esprits collectifs à être un truc un peu à part. Non mais c'est pas pareil les élections européennes, moi je suis le premier parfois à dire ça, sauf que là, dans le contexte de la NUPES en tout cas, si on cornerise la focale juste sur la NUPES, ça dira quelque chose d'important, cette capacité ou non à réussir à se mettre d'accord sur les européennes. C'est plus important que seulement ça. Une dernière question ? Pas forcément une question, mais Antoine. Une confirmation, parce qu'en effet, on arrête. Enfin, en tout cas, il y a un discours médiatique qui est de dire oui, sur les questions européennes, il y a des divergences majeures entre France Insoumise, PS et ELV. Mais à côté de ça, quand on regarde le taux de convergence des votes entre le groupe PS, le groupe ELV et le groupe de la France Insoumise au Parlement européen, on voit qu'on a des scores qui sont extrêmement élevés. Ouais, on est autour de 90%. Ouais. Donc, ce qui montre bien que c'est à nouveau un argument qui plaiderait en la faveur de la continuité de la NUPES et qui serait aussi quand même quelque chose de cohérent, parce que si une élection n'est ensemble, une autre élection n'est plus ensemble, pour après pouvoir envisager quelque chose de commun en 2027, ça va commencer à être un petit peu compliqué cette affaire. Personne n'y comprendra rien. Je rappelle que Antoine, tu es le directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès. Exactement. Justement, dans le cadre de la préparation de 2027, je me retransforme en écolo et je me dis moi j'ai intérêt à ce que les insoumis ils partent de leur côté, comme ça s'ils se vautrent un peu, s'ils sont à 7-8%, ça va les remettre à leur juste place, c'est une composante. Voilà, ils ont cet intérêt-là qu'on reste pas sur les 22% de Jean-Luc pendant 5 ans là. Mais pendant 4 ans. Mais à nouveau, c'est de savoir. Ils sont terribles. C'est de savoir est-ce que c'est des intérêts politiques de court terme et un peu des intérêts stratégiques de parti, de oui, il faudrait qu'on remonte pour pouvoir avoir un meilleur accord lors de la prochaine élection, ou est-ce que c'est une cohérence de fond qui existe? Et franchement, c'est un truc de boutiquier, quoi. Ah oui, mais je me souviens, Jadot c'était ça, il a pris le melon à partir des européennes, et ça a complètement sabordé aussi après. Mais en fait, pour moi, c'est ça la NUPES, c'est tu t'agrèges les forces des uns et des autres à partir du moment où tu es d'accord sur l'essentiel. C'est pas l'union pour l'union, c'est l'union pour un programme de rupture. Et à partir du moment où on a ce programme de rupture, tu prends les forces des uns et des autres. Et franchement, ce serait la honte sidérale de dire on retourne chacun de notre côté. Désolé, en fait, c'était un fake. Nous aussi, on a joué notre petite comédie. Franchement, les gens ils vont nous regarder, ils vont nous dire mais vous faites pitié, quoi. Vous allez tous faire vos 6, 8, 10%. Allez, le meilleur d'entre nous, il fera 10% quand derrière vous allez... Enfin, je sais pas si on se rend compte, l'extrême droite... Tu retournes aux on va en européennes ? discuter. Moi, je vais me battre d'abord pour qu'on ait une liste commune. Ça va être d'abord mon combat. Et franchement, j'ai pas l'habitude de faire genre d'un ton grave. Non, mais vas-y, fais-le. Ouais. Mais en vrai, c'est ça ou le chaos, quoi. C'est ça ou les fachos au pouvoir. Désolé, mais c'est quoi l'après Macron ? C'est l'extrême droite, Marine Le Pen qui avait
piscine pendant les... Je peux pas faire une mauvaise blague sur la piscine, parce que voilà. Mais bon, elle avait piscine pendant les débats, elle fait aucune proposition, elle se cache. Alors, la seule proposition, c'est une proposition nataliste, on va régler le problème des retraites en engrossant les femmes. Enfin, pardon, nos ventes sont pas la variable d'ajustement des caisses de la Sécu. Ouais, des caisses de la Sécu, quoi. Donc, mais en vrai, elle peut prendre le pouvoir. Donc, moi, j'ai pas envie de me dire dans 5 ans, en fait, tu sais, il y avait notre petite boutique et puis le logo, il était pas assez gros et puis j'aimais pas un tel. Non, en fait, si on est d'accord sur l'essentiel, les gars, on se retrousse les manches et on y va, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait j'ai waterpolo le 7 mars. Du coup, je peux pas aller manifester. Qu'est-ce que tu lui réponds ? Que les agents de la piscine seront en grève, donc la piscine sera fermée. Je sais de quoi je parle, mes entraînements seront annulés chaque jour de grève. Donc, welcome. Merci beaucoup. Manon Aubry, je vous rappelle que cette émission, vous pouvez participer à son financement, et ça c'est beau. N'hésitez pas à faire un don sur le Utip pour participer à son financement. Vous avez des déductions d'impôts en plus ? Non. Non, Il faut le demander. Remue pas le couteau, on peut pas, c'est compliqué, longue histoire. Ok, pardon. Voilà, par contre, un financement européen, on est chaud. Hein. Enfin, on en reparlera. Pour ça, il faut faire gagner la gauche. Ah non, commence pas. J'abandonne On va pas. enchaîner avec la séquence suivante de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con.